Mon ami Ivan Benedetti répète souvent cette phrase de José Antonio Primo de Rivera. La révolution est l'œuvre d'une minorité résolue, inaccessible au découragement, d'une minorité dont la masse ne comprend pas les premiers mouvements parce que victime d'une période de décadence, elle a perdu cette chose précieuse qu'est la lumière intérieure. Inaccessible au découragement. C'est le passage, je crois, essentiel. On parle souvent des qualités du militant, courage, force, hardiesse dans l'action et dans le combat qui changent la société. C'est en effet une belle image d'Épinal. Le militant politique agit, lutte, fait face et emporte petit à petit l'adhésion des peuples. Mais il y a des moments où le combat politique semble stagner. C'est quand les foules sont indifférentes et que l'action publique entraîne de la part des autorités une répression qui ne choque personne. Bref, il existe des époques où toute révolution sociale apparaît hors de portée. On en vient alors à se demander à quoi peuvent servir le courage, la force et la hardiesse. On me répondra qu'en France, au moins, il y a le FN. Sans doute, et je ne cracherai pas sur ce parti qui défend à sa façon une politique nationale. Seulement, j'ai lu son projet en 106 pages et rien ne m'est apparu comme véritablement révolutionnaire. Certes, il y a plein de bonnes choses, notamment sur l'école, le contrôle de l'immigration, la construction de l'Europe. Mais quand on compare ce projet à la politique nationale socialiste, on est vraiment loin du compte, notamment en matière de relance de l'économie, de politique familiale et d'amélioration de la condition ouvrière. On me répondra qu'il faut être crédible et que la stratégie adoptée par Marine Le Pen paye. Là encore, je relativise. Le FN reste très loin de la prise du pouvoir, car il suscite un rejet massif, et ce même à Marseille. D'après un sondage BVA effectué en novembre dernier, en cas de triangulaire gauche-droite FN, le candidat du FN, Stéphane Ravier, obtiendrait 19% des voix, loin derrière l'UMP, Jean-Claude Gaudin, avec 40%, et le socialiste Pierre Menucci, 41%. Ce fait est corroboré par un autre sondage, selon lequel 58% des Marseillais ont déclaré ne vouloir en aucun cas voter FN. Seuls 18% des interrogés assurant vouloir porter leur suffrage pour un candidat de ce parti. Et nous sommes à Marseille, ville où la préoccupation numéro 1 est l'insécurité, un sujet dont le FN a depuis des années fait son cheval de bataille. On m'objectera que si le FN est très loin du pouvoir, alors nous, à la droite du FN, nous en sommes à des années-lumière. C'est incontestable. Et pourtant, il ne faut pas désespérer. Tout d'abord, parce qu'une première victoire est remportée lorsqu'on ne se laisse aller ni au découragement, ni à l'abandon. C'est une victoire sur soi-même, et en même temps une victoire pour la cause que nous défendons, puisqu'elle conserve un militant qu'elle risquait de perdre. Or, de la même façon que l'on dit « tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir », la cause politique déclare « tant qu'il y a des militants, il y a de l'espoir ». Telle est la première raison pour laquelle nous devons être inaccessibles au découragement. On me dira « d'accord, mais on ne peut pas vivre que d'espoir, on veut des résultats concrets ». C'est compréhensible. L'ennui est que nous avons les masses contre nous. Ne nous leurrons pas. La croyance en une majorité silencieuse qui nous soutiendrait, mais qui n'oserait pas l'exprimer, est fausse. On en a eu la preuve le 5 mai 2002. Si vraiment cette majorité silencieuse avait existé, elle se serait empressée de s'exprimer dans le secret des isoloirs. C'était pour elle l'occasion unique, l'occasion rêvée. Il suffisait, ni vu ni connu, de mettre un bulletin Le Pen dans l'enveloppe. Résultat, Jacques Chirac, l'escroc, a écrasé Jean-Marie Le Pen, le facho. On ne le répétera jamais assez. Si ce régime dure depuis des années, c'est qu'à la base, il bénéficie de l'assentiment actif ou passif des masses. Il y a plus de 40 ans, dans une conférence, Alain Girard avait déclaré « Aucun gouvernement, mais surtout aucun mode de vie régissant les relations entre les hommes ne peuvent avoir quelque durée sans l'accord tacite, sinon explicite, de tous ou du plus grand nombre.
La vie normale d'une société suppose le consentement de ses membres aux valeurs qui la supportent et la définissent. Il n'est pas besoin que les hommes soient conscients de ces valeurs, car elles s'expriment dans leur conduite. Il n'est pas besoin que l'opinion publique, fondement du pouvoir, se manifeste pour être. Ce qu'elle a de plus profond et d'essentiel, pourrait-on dire sans nul paradoxe, demeure le plus souvent caché. À ce sujet, l'avortement me paraît être un bon exemple. La loi qui l'autorise date de 1975. La femme qui l'a rapportée est juive, et elle a reçu le soutien, public ou non, des officines féministes, d'autres lobbies et de certaines sociétés secrètes. Mais si l'avortement avait été repoussé comme une horreur par l'immense majorité des Français, très peu de femmes auraient profité et profiteraient de la loi Veil. Or, c'est le contraire. Dès 1976, plus de 130 000 avortements furent déclarés. Et depuis une dizaine d'années, le nombre annuel d'IVG en France métropolitaine s'est stabilisé autour de 200 000. Ce qui fait en moyenne près de 550 avortements par jour, soit un environ toutes les 3 minutes. Et on voudrait me faire croire que la loi Veil résulte d'un complot contre la France. Dans cette affaire, la presse, les lobbies et les sociétés secrètes ne furent au contraire que les caisses de résonance d'une aspiration populaire née des changements sociaux. La meilleure preuve est d'ailleurs apportée par le nombre clandestin d'avortements en France avant la loi Veil. Les militants catholiques de la Trêve de Dieu parlent de 55 000 à 90 000 avortements annuels. Allez, prenons 50 000. Eh bien, cela fait tout de même 137 avortements par jour, soit un environ toutes les 10 minutes. Bref, si la loi Veil a aggravé le phénomène, elle ne l'a pas créé. L'avortement était dans les mœurs depuis bien longtemps. Vous avez donc un exemple parfait où l'action des lobbies renforce la maladie, mais ne la provoque pas. C'est au sein des peuples que germent les idées qui vont s'imposer des décennies plus tard. Gardons-nous donc de perdre notre temps et nos forces dans des combats stériles contre tel ou tel groupe déclaré, ou contre telle association secrète, contre telle ethnie, etc., etc. Ce n'est pas là le problème. Alors, on me dira aussi que les gens sont victimes de la télévision. Mais méfions-nous de ces jugements hâtifs. En 2011, le 24e baromètre TNS-Sofres révéla que si 69% des Français restaient intéressés par les informations, 63% d'entre eux estimaient que les journalistes n'étaient pas indépendants face aux pressions des partis politiques et du pouvoir, et 58% étaient méfiants à l'égard de la liberté des journalistes face aux pressions de l'argent. Enfin, si 57% des Français faisaient confiance à la radio, la presse écrite reculait à 49% et la télévision à 46%. Il n'y a donc qu'un Français sur deux pour faire confiance au petit écran. Je rappelle qu'en juin 2011, près de 6 Français sur 10 émettaient des doutes sur la version officielle des attentats du 11 septembre 2001. Et seulement 28% des gens interrogés pensaient que les médias les avaient informés de la manière la plus complète possible. Il est donc faux de croire que les Français seraient d'incurables naïfs, scotchés devant la télé et croyant tout ce qu'on leur dit. Quand ils le veulent, ils savent prendre de la distance et exercer une saine critique. Alors, pourquoi ne réagissent-ils pas au niveau social? Eh bien parce qu'il existe plusieurs sortes de remises en cause. On peut remettre en cause des choses qui n'influent pas directement sur notre vie personnelle. Les attentats du 11 septembre, par exemple, la mort de Pierre Bérégovoy, l'assassinat du préfet Irignac, les attentats de Toulouse. Quelles que soient nos opinions sur ces questions, cela ne change guère notre vie et on peut librement en parler autour de nous. En revanche, certaines remises en cause nous touchent plus directement. Si par exemple on s'interroge sur l'efficacité et l'innocuité des vaccinations, sur les éventuels dangers des OGM ou sur les possibles effets secondaires de la pilule contraceptive, les conclusions que l'on tirera devront peut-être entraîner chez nous un changement d'habitude. Enfin,
il existe des remises en question bien plus fondamentales parce qu'elles sont susceptibles de remettre en question notre vision du monde, de la vie ou de la société. Là, on entre dans le domaine des sujets qui fâchent, ou plus grave, on transgresse des interdits sociaux, ce qu'on appelle les tabous. Dans son ouvrage Fonctionnaire de Dieu, Eugène Drewermann souligne avec raison, dans toutes les sociétés, s'établissent des zones protégées destinées à défendre contre la force subversive de l'analyse certaines institutions vitales. Eh bien, le prétendu Holocauste en est un exemple actuel. Pourquoi? Parce que sans même parler d'Israël, l'Holocauste permet de condamner le national-socialisme et à travers lui toutes les idéologies traditionnelles d'ordre. L'Holocauste, c'est le garant d'une démocratie à perpétuité. Dès 1948, dans son ouvrage Nuremberg ou la Terre promise, Maurice Bardèche avait prévenu « Le monde est désormais démocratique à perpétuité. Il est démocratique par décision de justice. Désormais, un précédent judiciaire pèse sur toute espèce de renaissance nationale. » Et plus loin, la condamnation du Parti national-socialiste va beaucoup plus loin qu'elle n'en a l'air. Elle atteint en réalité toutes les formes solides, toutes les formes géologiques de la vie politique. Toute nation, tout parti qui se souvienne du sol, de la tradition, du métier, de la race, sont suspects. Quiconque se réclame du droit du premier occupant et atteste des choses aussi évidentes que la propriété de la cité, offense une morale universelle qui nie le droit des peuples à rédiger leurs lois. Ce n'est pas les Allemands seulement, c'est nous tous qui sommes dépossédés. Nul n'a plus le droit de s'asseoir dans son champ et de dire « cette terre est à moi ». Nul n'a plus le droit de se lever dans la cité et de dire « nous sommes les anciens, nous avons bâti les maisons de cette ville, que celui qui ne veut pas obéir aux lois sorte de chez moi ». Il est écrit maintenant qu'un concile d'êtres impalpables a le pouvoir de connaître ce qui se passe dans nos maisons et dans nos villes. Crime contre l'humanité, cette loi est bonne, celle-ci n'est pas bonne. La civilisation a un droit de veto. Nous vivions jusqu'ici dans un univers solide, dont les générations avaient déposé l'une après l'autre les stratifications. Tout était clair, le père était le père, la loi était la loi, l'étranger était l'étranger. On avait le droit de dire que la loi était dure, mais elle était la loi. Aujourd'hui, ces bases certaines de la vie politique sont frappées d'anathème, car ces vérités constituent le programme d'un parti raciste condamné au tribunal de l'humanité. En échange, l'étranger nous recommande un univers selon ses rêves. Il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de cités. D'un bout à l'autre du continent, les lois sont les mêmes, et aussi les passeports, et aussi les juges, et aussi les monnaies. Le prétendu Holocauste est donc l'un des piliers qui soutient le système moral actuel. C'est lui qui permet de justifier nos sociétés libérales, mondialistes et antiracistes. Voilà pourquoi, dans un nombre croissant de pays, la croyance en l'Holocauste est non seulement enseignée, mais aussi protégée par la loi. Face à la montée du révisionnisme, le prétendu Holocauste a été érigé au rang de tabou parce qu'il est vital pour le régime actuel. Par conséquent, le remettre en cause demande un certain effort et un certain courage. Effort et courage intellectuel de remise en question radicale de sa vision des choses. Mais aussi courage de perdre ses amis, de se faire mal voir de ses collègues si on leur en parle, et de devenir un exclu, voire un mort social, pour peu que la justice vienne à s'en mêler. Eh bien, tout cela s'oppose à la paresse intellectuelle et au goût du moindre effort qui caractérise nos sociétés. Dans son ouvrage Approche de la vie intérieure, Lanza del Vasto a écrit « On peut dire que la paresse générale est la puissance dominante et déterminante de la technique et de l'économie moderne qui s'explique tout entière par l'horreur du travail et par la loi du moindre effort. De même que l'eau n'a qu'à s'abandonner à son poids en conduite forcée pour faire tourner les turbines et fournir des énergies démesurées,
De même, les masses n'ont qu'à se laisser aller à la volonté d'éluder la peine pour aboutir à la mécanisation, à la servitude, à la déchéance du peuple et aux abus des habiles, à l'exode des campagnes, à l'encombrement des villes, au salariat, au règne de la police et des bureaux, à la passion du confort, à la vie grise, insensée et contrainte, à la puissance croissante de la grande machine de l'État. Paresse du cœur, indifférence qui fait et qui fait faire plus de mal dans le monde que la méchanceté. Paresse mentale, préjugés, adoption sur toute chose de l'opinion de tout le monde, irréflexion et routine. Imbécile, crie-t-on avec indignation. La Bible et d'autres textes sacrés condamnent l'insensé, non sans raison. Imbécile est quiconque refuse l'effort de réfléchir et néglige d'être intelligent. Eh bien, si les Français sont capables de certaines remises en cause, qui ne dérangent pas leurs habitudes et qui sont sans danger, ils refusent, et c'est compréhensible, d'enfreindre les tabous modernes. Dans ces domaines, ils adoptent prudemment les opinions autorisées et fuient toute source de remise en question. D'où une société qui dure, grâce à l'assentiment actif ou passif des masses. Voilà pourquoi je le dis toujours, c'est l'indifférence et la paresse des masses qui nous paralysent. C'est d'elles que les lobbies et les autres associations secrètes tirent leur force. L'ennemi numéro 1, c'est cette paresse intellectuelle. Mais nous sommes impuissants à la combattre. Alors que faire? Eh bien, en premier lieu, être inaccessible au découragement, c'est-à-dire faire preuve de patience en attendant le jour désigné par la Providence où une crise très grave surviendra. Cette crise, elle sera peut-être économique, peut-être écologique. Je l'ignore et après tout, qu'importe. Mais l'ordre mondial issu de 1945 va nécessairement s'effondrer un jour, car il est trop antinaturel pour durer. Cet effondrement entraînera celui des tabous imposés, ce qui permettra au peuple de se libérer. Ce jour-là, notre camp devra être prêt. Mais dans l'attente, une première obligation s'impose, être patient, ne jamais se décourager afin de garder une braise rougeoyante. Telle est notre mission. Elle est ingrate, mais elle est noble, car il n'y a rien de plus noble que d'agir de façon désintéressée, c'est-à-dire de transmettre aux générations à venir les armes intellectuelles pour une victoire que nous ne verrons pas. D'après un sondage BVA effectué en novembre dernier, en cas de triangulaire gauche-droite FN, le candidat du FN, Stéphane Ravier, obtiendrait 19% des voix, loin derrière l'UMP, Jean-Claude Gaudin, avec 40%, et le socialiste Pierre Menucci, 41%. Ce fait est corroboré par un autre sondage, selon lequel 58% des Marseillais ont déclaré ne vouloir en aucun cas voter FN. Seuls 18% des interrogés assurant vouloir différente et que l'action publique entraîne de la part des autorités une répression qui ne choque personne. Bref, il existe des époques où toute révolution sociale apparaît hors de portée. On en vient alors à se demander à quoi peuvent servir le courage, la force et la hardiesse. On me répondra qu'en France, au moins, il y a le FN. Sans doute, et je ne cracherai pas sur ce parti qui défend à sa façon une politique nationale. Seulement, j'ai lu son projet en 106 pages et rien ne m'est apparu comme véritablement révolutionnaire. Certes, il y a plein de bonnes choses, notamment sur l'école, le contrôle de l'immigration, la construction de l'Europe. Mais quand on compare ce projet à la politique nationale socialiste, on est vraiment loin du compte, notamment en matière de relance de l'économie, de politique familiale et d'amélioration de la condition ouvrière. On me répondra qu'il faut être crédible et que la stratégie adoptée par Marine Le Pen paye. Là encore, je relativise. Le FN reste très loin de la prise du pouvoir, car il suscite un rejet massif, et ce même à Marseille.
la vie, Ivan Benedetti répète souvent cette phrase de José Antonio Primo de Rivera. La révolution est l'œuvre d'une minorité résolue, inaccessible au découragement, d'une minorité dont la masse ne comprend pas les premiers mouvements parce que victime d'une période de décadence, elle a perdu cette chose précieuse qu'est la lumière intérieure. Inaccessible au découragement. C'est le passage, je crois, essentiel. On parle souvent des qualités du militant, courage, force, hardiesse dans l'action et dans le combat qui changent la société. C'est en effet une belle image d'Épinal. Le militant politique agit, lutte, fait face et emporte petit à petit l'adhésion des peuples. Mais il y a des moments où le combat politique semble stagner. C'est quand les foules sont indifférentes